Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier atelier de femmes et numérique pour cette journée. Donc on est toujours en live à la médiathèque Alain Gérard à Quimper qui nous a chaleureusement accueillis aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler sur cet atelier de la création de start-up et la création d'entreprise. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Marie Corgne, Bonjour. Chloé Guénou Bonjour. et en visio Nadège Comer. Donc, pour commencer cet atelier, je vais peut-être vous laisser vous présenter rapidement qui vous êtes et aussi quel est votre projet d'entreprise ou quelle entreprise avez-vous créé. Alors, Anne-Marie, pour commencer, s'il te plaît. Merci. Donc moi, je travaille sur la création d'une banque d'images bretonne. C'est un projet sur lequel je travaille depuis le mois de septembre, donc c'est vraiment tout frais. Alors une banque d'images bretonnes, c'est quoi en quelques mots? Aujourd'hui, tous les professionnels de la communication, quand ils ne font pas appel à un photographe, vont acheter des visuels sur des banques d'images type Adobe Stock, Shutterstock. Ce sont des banques d'images américaines. Et donc, je vous fais pas un dessin. Quand on travaille à Quimper ou quand on communique sur son entreprise en Bretagne ou ses savoir-faire bretons, c'est un petit peu compliqué sur ces sites-là. Donc, je souhaite proposer à tous les professionnels de la communication une banque d'images sur laquelle ils trouveront des visuels authentiques et représentatifs de notre territoire. Voilà en quelques mots. Merci. On va rentrer un peu plus dans les détails juste après. Chloé, je peux te laisser aussi te présenter rapidement et ton entreprise? Oui, donc moi je m'appelle Chloé Guénou, je suis ingénieure de recherche à la Sorbonne et à côté j'ai donc une entreprise qui s'appelle Art Studio, qui est un studio de jeux vidéo et de développement tech, on va dire, site web et autres. Notre premier projet phare, c'est l'application Bavard, qui est une sorte de Pokémon Go de l'art et de la culture, et qui est donc une plateforme en réalité augmentée pour tous les acteurs de l'art et de la culture, qui permet de se promouvoir et qui permet de diffuser l'art partout, même dans les milieux ruraux. Bavard, ART à la fin. ART à la fin, tout à C'est fait. mieux pour les personnes qui souhaitent rechercher sur les réseaux sociaux. Et donc pour finir, je vais demander aussi à Nadège, qui est en visio, de pouvoir se présenter. Bonjour, donc moi je suis Nadège Comer, je suis chef de projet accompagnement à la création d'entreprises innovantes à la Technopole Quimper-Cornouailles. Et donc j'accompagne et Anne-Marie et Chloé dans leur création d'entreprise. Merci Nadège. Merci Nadège. Alors, avant de commencer vraiment de parler de la création d'entreprise en tant que telle, on va plutôt parler de vos parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à créer une entreprise aujourd'hui et quelles sont vos expériences professionnelles passées ou actuelles qui vous amènent là où vous êtes aujourd'hui? Peut-être Chloé pour commencer? Oui. Alors comment je suis arrivée à créer une entreprise? C'est parce que j'avais une idée de projet qui me trottait dans la tête depuis, on va dire, quelques années. Une idée à la base. Au début, j'ai commencé juste à tester. Je m'étais pas dit tout de suite, je vais créer une entreprise. C'est venu petit à petit, en fait, en peaufinant le projet, en complexifiant l'application. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que il fallait monter une entreprise parce qu'il nous fallait une structure derrière pour accompagner notre projet. Qu'on pouvait plus se permettre d'être juste en mode on fait des tests et on essaye avec les copains et on s'amuse. Donc c'est comme ça que j'ai créé la boîte l'été dernier du coup, pour avoir vraiment une structure capable d'accueillir ce projet pour lequel on peut être financé et cadrer vraiment les choses et lancer le projet très sérieusement. Donc tu travailles dans la technologie depuis un petit moment. Le numérique, tu l'as découvert au fur et à mesure, pas forcément via une formation, c'est ça? Oui. Je faisais de la recherche avant, en sciences, en astrophysique. Et en astrophysique, on fait quand même beaucoup de calculs, je ne vous le cache pas. Et forcément, on a besoin de l'outil informatique tout le temps pour analyser les données, pour faire tout un tas de trucs sur les données d'astrophysique. Et donc, de fil en aiguille, on est obligé d'apprendre à coder, d'apprendre à manipuler vraiment en détail l'outil informatique. Donc, mais bon, j'ai toujours appris petit à petit, toute seule, parce que j'avais besoin de faire ça, il fallait que j'y arrive. Donc c'est plutôt petit à petit. J'ai jamais fait vraiment de formation. Après mes années en recherche, ensuite j'ai pu travailler 3 ans en tant que développeuse. Donc là, j'ai quand même un peu plus peaufiné toutes ces compétences de développement technique, d'apprendre à travailler en groupe sur des gros projets, ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais en recherche. Mais oui, c'est venu petit à petit. Jamais de formation officielle en informatique.
Anne-Marie, tu crées un service à destination des professionnels de la communication. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce besoin et d'où vient cette idée de créer cette entreprise? Bien, cette idée, en fait, je l'ai eue parce que j'ai été confrontée au problème tout au long de ma carrière. Donc moi, contrairement à Chloé, j'ai pas du tout un profil technique. J'ai vraiment des diplômes dans la communication et le marketing, et j'ai fait toute ma carrière dans des entreprises à des postes de communication, de marketing. Pour vous dire, moi j'ai commencé à Ouest France, donc c'est vraiment voilà, le média papier par excellence. Donc j'étais loin du numérique, et puis à l'époque c'était il y a 20 ans, alors ça me fait mal de dire ça, mais bon, il y a 20 ans, oui, Internet avait quoi, une petite dizaine d'années. Donc nous, on travaillait sur des disquettes, on s'envoyait des BAT par coursier. Enfin voilà, donc le numérique est, fait pas du tout partie, on va dire, de ma formation initiale. Après quelques années à Ouest France, j'ai eu la chance d'aller travailler chez Région Job, qui à l'époque était une petite boîte d'une 50aine de personnes, et qui aujourd'hui est voilà, un très gros acteur du numérique à Rennes, avec plus de 300 salariés. Mais ce qui était formidable, c'est que moi, quand j'ai mis les pieds chez Région Job, je n'avais aucune connaissance du web. Et en fait, j'ai appris sur le tard, quoi. J'ai appris parce qu'ils ont su, de manière très intelligente, mixer les équipes, donc au contact de développeurs, au contact de techniciens. On a appris le fonctionnement. Donc moi, j'ai pas de savoir-faire technique, mais j'avais un rôle de commercial, donc il fallait quand même que je comprenne le fonctionnement, que je puisse le vendre, en parler de manière très simple. Donc voilà, donc moi le numérique est rentré dans ma vie, on va dire, au fur et à mesure de l'expérience. Et après, quand je suis arrivée dans le Finistère, où j'ai travaillé dans une agence de conseil en communication, et c'est là que j'ai été confrontée à ce fameux problème de visuel, parce que quand on crée des sites internet pour les clients, quand on crée des plaquettes et qu'on recherche des photos, à chaque fois c'était une galère, quoi. Et donc petit à petit dans ma tête, je me disais, mais quand est-ce que quelqu'un va créer une banque d'images avec des vraies photos de notre quotidien? Et puis, il y a un moment, on se dit, pourquoi pas moi? Sauf qu'en fait, je travaillais beaucoup. Donc, c'est très difficile quand on a un travail à plein temps, à côté, essayer de donner jour à ce type de projet, parce qu'il faut quand même s'investir, investir du temps, tout simplement. Donc, j'ai pris la décision cet été de quitter mon emploi et de me lancer justement vraiment dans la création de ce projet. On voit que tu entreprends dans un secteur d'activité que tu connais bien, parce que tu as travaillé plusieurs années dans la communication. Chloé, tu lances une entreprise parce que tu as la passion peut-être du numérique et des jeux vidéo et de l'art derrière. Nadège, toi qui as de l'expérience depuis plus de 10 ans d'accompagner des projets innovants sur le territoire, est-ce que c'est vraiment deux vecteurs importants pour créer une entreprise, soit connaître le marché, soit vraiment être passionné? Quel retour tu peux faire par rapport à l'accompagnement? Déjà, créer une entreprise sans être passionné par ce qu'on fait, c'est quand même compliqué, dans le sens où c'est souvent la passion qui amène à la création, et vu l'investissement et le choix de carrière que c'est que de créer une entreprise, effectivement, il vaut mieux être passionné par ce qu'on fait. Et surtout, et également avoir, en plus de cette passion, c'est bien d'avoir déjà quand même une connaissance ou des introductions dans le secteur d'activité qu'on souhaite explorer. Alors, à soit de l'avoir exploré à travers une très bonne étude de marché, ou alors effectivement d'en maîtriser. Ça va permettre d'accélérer quand même la capacité commerciale, ou en tout cas la capacité à aller chercher le marché. C'est surtout vrai dans l'innovation, où on peut développer des produits qui sont vraiment très nouveaux sur le marché, et si on doit à la fois introduire un produit nouveau sur le marché tout en allant chercher dans la R&D et en allant chercher les clients, si on n'a vraiment aucune connaissance, ça devient à venir assez compliqué. Donc la passion et si possible une connaissance du marché acquise par l'expérience professionnelle, ou en tout cas par une étude de marché bien validée. Merci Nadège. Alors, directement, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous étiez salarié, vous êtes salarié. Pourquoi entreprendre? Pourquoi prendre peut-être ce risque de créer son entreprise alors qu'on a une sorte de stabilité professionnelle déjà de base? Anne-Marie, peut-être? Pourquoi? Je crois qu'il faut écouter sa petite voix intérieure.
c'est un des piliers, c'est-à-dire que je pense que j'avais cette volonté d'entreprendre. Alors, pendant de nombreuses années, moi je me disais non, mais moi je suis bien en numéro 2. Je me cachais finalement derrière une espèce de posture et de confort, oui, d'être salarié. Et jusqu'au jour où, pour ma part, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une coach en management, tout simplement, l'année dernière. Et cette coach, en fait, elle a juste déployé un peu les ailes que je cachais en me disant, mais tu es tout à fait capable de le faire. Donc, elle m'a donné la confiance finalement elle a renforcé la confiance que je pouvais avoir en moi et en mon idée. Et donc, c'était ça, c'était surtout de me dire, allez, je me lance parce que finalement, je sens que j'ai profondément envie d'entreprendre et de devenir entrepreneuse. Donc, j'y vais, quoi. Et puis, être entrepreneur, c'est ça, c'est prendre des risques. Donc, voilà, il faut jeter à lui. Chloé, tu veux peut-être rebondir sur ce qu'a dit oui, alors moi, pas du tout. J'ai jamais eu de volonté d'entreprendre comme ça. Je viens pas du tout d'une famille où c'est comme ça ou rien. Mais non, c'est vraiment venu petit à petit. Encore une fois, c'est que le projet, on a commencé à avoir l'idée, on a commencé à travailler dessus. Parce qu'on est aussi un associé, je ne suis pas toute seule dessus. Et puis voilà, de fil en aiguille, le truc est devenu un peu plus gros. On s'est rendu compte qu'en fait c'était un réel besoin, que les applications de réalité augmentée, en tout cas les plateformes qui permettent de centraliser les expériences, ça n'existait pas. Et donc de fil en aiguille, le projet a grossi, on a commencé à travailler avec plusieurs développeurs, à avoir une application qui est beaucoup plus grosse, qui demande beaucoup plus de temps d'investissement. Et donc là, tu es obligé à un moment donné de passer par la création d'une entreprise, mais c'était pas vraiment prévu, quoi. Comme beaucoup de trucs dans la vie, mais j'ai jamais eu cette volonté comme ça. Moi, j'ai une carrière académique avant, après une rapide carrière dans le privé, mais là, je suis retournée dans l'académique. J'avoue que oui, c'était pas du tout c'était pas un objectif. C'est arrivé un peu comme ça et finalement, ça m'a plu et donc je suis tombée un peu dans le bain et voilà, maintenant, ça devient un peu un leitmotiv, mais c'est aussi parce que derrière, il y a vraiment quelque chose qui me plaît, quoi. Je l'aurais pas fait sans un projet vraiment passion qui a vraiment quelque chose derrière que j'adore moi faire, quoi. Donc voilà, c'est plutôt comme ça, je dirais. Et moi, si je peux compléter, c'est vrai que c'est un tout aussi. Je pense que l'entourage est très important. Mon mari est entrepreneur, donc je pense que c'est aussi un état d'esprit. Mes parents pas du tout, mais je pense qu'il y a un état d'esprit à la maison. Et puis il y a aussi l'entourage professionnel, à qui petit à petit, quand je parlais de mon idée, qui m'ont dit mais vas-y, quoi, t'es complètement capable. Donc je pense que oui, l'entourage est essentiel quand on prend ce genre de décision, en tout cas, et quand on se lance. Alors justement, tu dis que tu en as parlé dans ton entourage professionnel personnel. Quelles ont été vos premières démarches quand vous avez eu cette idée, les premières démarches vers la création d'entreprise? Est-ce que vous êtes resté vraiment peaufiner le sujet, développer peut-être pour toi toute seule pour commencer l'idée, ou est-ce que vous en avez parlé directement, on va dire, au plus de personnes possible pour justement avoir des retours, des avis et voir si vous alliez dans la bonne direction? Ouais, alors nous c'était un peu différent parce que mon associé, moi, il avait déjà, donc il s'appelle Yannick Pazet, il avait déjà une boîte américaine. Donc moi, à cette époque-là, j'habitais aux États-Unis quand le projet a démarré, et j'étais plutôt en mode, comme je viens pas justement de cette culture-là d'entreprendre, j'ai pas d'entrepreneur autour de moi. Moi, je me plaçais toujours en la développeuse derrière qui fait un peu les trucs, qui s'amuse bien, mais tout ce qui est le côté légal, entreprise, c'est pas moi qui m'en occupe. Et après, oui, c'est vrai qu'on a commencé à en parler et tout, mais ça reste, en tout cas, l'application, elle reste dans un domaine quand même bien particulier, la réalité augmentée pour l'art et la culture. Donc, on l'a présenté, on a eu plein de retours, et effectivement, on a vachement adapté le projet entre le tout début et tous les retours qu'on a eus. Mais les retours ont été plutôt de professionnels plutôt que les retours de l'entourage. On a moins un entourage, je pense, pas forcément tech et tout ça. Donc ouais, je dirais qu'on a vraiment retravaillé, réadapté le projet en l'ayant présenté 25 fois partout, en s'étant pris des claques, en revoyant tous les docs, en revoyant la manière de parler, le discours. C'est vraiment comme ça que ça s'est fait, je pense. Et aussi, et pour compléter sur la phrase d'avant,
j'avoue que je suis assez réticente à l'autorité. Donc monter une boîte, c'est aussi sympa parce que moi, il n'y a personne au-dessus de soi. Voilà. On est son propre chef. On est son propre chef. J'ai un peu de mal avec tout ce qui est hiérarchie en général, donc voilà. Et pour toi, Anne-Marie, alors? Moi, la première étape, ça a été de contacter la Technopole. En fait, j'avais besoin d'avoir ce regard de professionnel dans la gestion de projet, enfin dans l'émergence de projets innovants, pour voir si ça vous paraissait pertinent comme projet. Donc, ça a été déterminant, oui, de la rencontre avec Nadège, qui m'a dit, oui, moi, je te suis dans ton projet. Donc déjà, ça, c'était important pour moi. Et ensuite, ça m'a permis d'ouvrir pas mal de portes aussi. De dire, quand je parle de mon projet, que je dis, je suis suivie par la Technopole, forcément, je sens qu'il y a une écoute du projet qui est attentif. Donc, savoir bien s'entourer, pour moi, ça fait partie des premières démarches à faire. Donc oui, pour moi, il faut en parler de son projet. Alors c'est sûr, au départ, on a peur, ah non, mais si j'en parle, on va me piquer mon idée. Et puis moi, Nadège m'a tout de suite dit, mais non, dis t'inquiète pas, c'est pas demain la veille qu'on va te piquer ton idée, vas-y. Et tu as eu complètement raison, Nadège, parce que c'est vrai que d'en parler autour de soi, en tout cas des professionnels qui sont vraiment dans le milieu, on s'enrichit de plein d'idées et ça permet d'enrichir le projet, de dire, ah bah oui, j'avais pas vu tel frein ou j'avais pas eu telle idée, et en fait on l'enrichit vraiment en parlant autour de soi. Oui, on change la manière de présenter, la manière de voir les choses, enfin, ça fait vraiment progresser. Et la Technopole et Nadège en particulier, ça m'a aussi vraiment beaucoup aidé, moi, ça je dois le dire. Nadège, pour rebondir, tu vois beaucoup de porteurs de projets arriver. Donc on a compris que l'accompagnement était super, mais alors qu'est-ce donc, concrètement. Voilà. Alors qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux personnes qui arrivent et qui ont une idée de création d'entreprise? Est-ce que justement frapper, pousser les portes, la Technopole ou d'autres acteurs, c'est vraiment la bonne idée? Ou qu'est-ce que tu peux conseiller justement aux personnes qui nous regardent et qui ont des idées de création d'entreprise? Effectivement, le fait d'aller pousser une porte, quelle qu'elle soit, déjà, parce que la Technopole, on accompagne des projets dans lesquels il y a un degré d'innovation, il y a d'autres structures telles que la chambre de commerce, la chambre de métier, la boutique de gestion, ou autres qui sont aussi là pour accompagner d'autres types de projets, et aller présenter son projet à un conseiller en création d'entreprise qui a déjà une expérience et un regard sur pouvoir donner en fait une structure. Dire voilà quelles sont les étapes, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous en êtes juste au stade de l'idée et encore rien de vraiment concret, donc il faut travailler le projet et comment est-ce qu'on va le travailler, ou est-ce qu'on arrive déjà à quelque chose qui est assez construit, sur lequel il y a peut-être déjà un prototype qui a été fait par exemple, ou bien l'idée a déjà été présentée auprès de clients et finalement on est déjà assez près de la création d'entreprise. Et à ce moment-là, quelles sont encore les questions qui se posent, que ce soit lors de la structure juridique, comment est-ce qu'on positionne son prix, ce genre de choses. Voilà, et la personne de contact, donc permettre en fait de structurer, de vous poser des questions que vous n'étiez pas posées. Et ce que je conseille effectivement toujours, c'est d'aller à la rencontre des acteurs, ce que j'avais appelé entre guillemets des experts du secteur, pour pouvoir valider le projet. Donc il faut vraiment effectivement en parler, il ne faut pas avoir peur de se faire piquer l'idée. Si quelqu'un veut vraiment monter ce projet-là, il a déjà en tête et puis après, voilà, il le fera que vous soyez là ou pas, ou vous ayez lui en parler ou pas. C'est vraiment, moi j'ai jamais vu. 14 ans, j'accompagne la création d'entreprise, quelqu'un se fait piquer son idée par quelqu'un qui l'avait été voir. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, c'est vraiment important de confronter pour pouvoir enrichir son projet, donc confronter au regard des autres. Enrichir et le valider. Donc on parle aussi de parler de son projet. Vous avez la chance tous les deux d'avoir des associés qui ont peut-être des compétences complémentaires, ou même peut-être échanger avec des chefs d'entreprise, des mentors qui ont pu vous accompagner. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous apporte au quotidien, vous, dans votre projet de création d'entreprise, Chloé, peut-être? Oui, carrément. Après, moi, j'ai une fâcheuse tendance à vouloir tout le temps tout maîtriser de A à Z, genre connaître même le détail de la comptabilité, alors que j'ai pas besoin de le savoir, mais j'ai vachement de mal à lâcher sur certains points, mais je le fais quand même, ça je dois avouer. Mais oui, ça m'aide beaucoup. Mon associé, il a une vision très différente de moi. Déjà, il n'est pas tech, il a une formation beaucoup plus business et marketing.
Donc, alors que moi, des fois, j'ai foncé tête baissée dans un truc. Lui, il va réussir à voir le côté beaucoup plus sage, beaucoup plus de recul sur la chose et pourquoi est-ce qu'on le fait. Et il ne faut pas oublier les valeurs, il ne faut pas oublier ceci. Enfin, ils mettent beaucoup là-dessus, sur le côté business développement, l'interaction avec les clients. Donc ça, c'est clair. Et oui, sinon, les mentors, oui, avec Émergie, j'ai un mentor qui s'appelle Nicolas Thomas, d'Implicite à Quimper, qui me donne beaucoup de conseils aussi. Lui aussi est dans l'informatique, dans la tech, donc il me donne beaucoup de conseils sur comment gérer un projet tech, que je travaille avec beaucoup de différents développeurs ou studios derrière, donc c'est pas toujours évident pour moi de gérer tout ce monde-là. Il me donne beaucoup de conseils sur la gestion du projet, sur comment m'organiser, sur les différentes facettes d'une entreprise, légale, comptable, banque, et gestion de projet. Donc ouais, c'est très important d'avoir ces mentors et ces personnes qui ont plus d'expérience que nous pour nous aiguiller. Et pour toi, Anne-Marie, justement, est-ce qu'il y a aussi des personnes sur qui tu peux t'appuyer pour prendre du recul et t'aider à prendre des décisions dans la création d'entreprise? Oui, tout à fait. Alors, moi aussi, j'ai une associée, tout simplement parce que l'idée, on l'a eue à deux, donc on se lance à deux, même si aujourd'hui, c'est moi qui vais consacrer mon temps au développement de l'entreprise. La personne est toujours présente quand même à mes côtés. Et pour moi, c'est important parce que justement, ça permet de ne pas rester seul dans son coin, de pouvoir confronter nos idées. J'insiste aussi sur la complémentarité des profils, ce que tu disais, Chloé. Moi, j'ai ce côté commercial, gestion de projet, marketing, communication, et mon associée, elle a tout ce côté créatif, direction artistique, qui va être très important, nous, en tout cas pour le développement d'une banque d'images photo, parce que l'aspect créatif est très important. Donc voilà, ça c'est un élément important. Et après, alors, je n'ai pas spécialement de mentor, mais quand je me suis lancée dans mon projet, j'ai vraiment fait une étude de marché approfondie et j'ai mené beaucoup d'entretiens approfondis avec des professionnels de la communication. Et finalement, je me suis rendu compte que y avait beaucoup de gens qui se faisaient un plaisir d'aider. En fait, on se fait un monde, on se dit mais je vais les déranger. Mais non, pas du tout. En fait, je me suis rendu compte que quand je demandais aux gens, voilà, j'ai un projet, mais j'aimerais bien avoir ton avis, les gens, avec plaisir, me consacraient un peu de temps pour échanger. Et je sais que dans mon entourage professionnel, il y a énormément de gens sur qui je peux compter, sur telle question, tel sujet. Je me dis, tiens, lui, je vais lui poser la question parce que je sais qu'il est doué dans ce domaine-là. Enfin, voilà, donc je sais que c'est vrai qu'un bon environnement professionnel, un bon entourage professionnel permet quand même de grandir et de progresser, même si je suis toute seule porteuse de projets au quotidien. Mais voilà, un bon environnement professionnel m'aide à progresser. On sait que la création d'entreprise, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Donc vous avez dû rencontrer quelques difficultés, quelques problèmes peut-être lors de la création d'entreprise. Quelles sont pour vous les principales difficultés que peut rencontrer un entrepreneur ou un porteur de projet? Alors moi je dirais clairement le merdier d'administratif français, quoi. Ça, il n'y a pas photo, quoi. C'est vraiment c'est incroyable. C'est compliqué. C'est super compliqué, trouver les bons interlocuteurs. Avant de tomber sur Nadège, on se prend des tonnes je me suis pris des tonnes de vent, de portes fermées dans la tête, juste parce que c'est pas la bonne personne, mais en fait, comme personne n'a le temps, tout le monde t'envoie bouler. Et en plus, j'essayais au début, je voulais pas forcément la monter ici, donc à Paris, on oublie, et là c'est encore pire, parce que personne n'a le temps pour rien. Mais ouais, comprendre dans quel ordre il faut faire les choses et pourquoi et machin. Ce qui au final, mais c'est pas non plus hyper compliqué, mais c'est que il y a tellement un brouhaha de plein de choses autour, plein de gens qui essayent de t'entuber aussi, faut pas se mentir, que du coup, si on avait un truc, un chemin clair, et ça pour le coup, la Technopole de Quimper a su bien me l'a vraiment apporté, on va faire ci, ça dans tel ordre, mais quand on n'a pas quelqu'un qui te dit, attends, viens dans le milieu et c'est comme ça que ça se passe, c'est une horreur, quoi. Le faire tout seul, sans accompagnement, j'ai essayé pendant 6 mois avant, c'était très compliqué, quoi. L'accompagnement dans l'opérationnel, en tout cas. Moi, je trouvais que c'était vraiment la plus grosse difficulté.
C'est vrai que moi, la Technopole a vraiment répondu à cette difficulté-là. C'est-à-dire que Nadège, tout au long du suivi, nous dit bah voilà, maintenant tu vas faire telle démarche, telle démarche. Donc finalement, d'être accompagné par quelqu'un qui a l'habitude de la création d'entreprise, bah, ça facilite les choses, ça ouvre les portes. Voilà, moi, la difficulté, on va dire, c'est plutôt la lenteur administrative. La lenteur, ouais. Je voudrais que tout aille plus vite. Moi, je voudrais, là, je suis en train de vous parler d'une société qui n'est même pas encore créée. Je voudrais commencer là. Donc, je trouve que c'est lent, mais en même temps, je me dis, bon, faut prendre mon mal en patience et puis profiter de ce temps. C'est-à-dire, ok, c'est lent, mais moi j'ai rencontré les banques la semaine dernière. Bon, avant qu'elles m'envoient des propositions, de toute façon j'ai de quoi m'occuper. Donc j'utilise ce temps à bon escient pour développer mon entreprise, la faire avancer, travailler sur mes contenus. Donc il y a toujours de quoi s'occuper, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ça aille un peu plus vite. Ouais, la lenteur administrative est compliquée. Qui vient de l'étranger, j'imagine. Ah oui, ouais, c'est sûr que c'est pas la même ailleurs, mais voilà. Ça dépend dans quel pays. Hein. Habiter en Espagne, c'est pareil. Et surtout, en fait, c'est que je parlais l'autre jour avec quelqu'un qui a monté sa boîte il y a 20 ans, et en fait, j'ai fait face exactement au même problème. C'est-à-dire qu'en 20 ans, rien n'a changé. Et le problème, c'est le problème que tout le monde va rencontrer, que tu vas sûrement rencontrer, c'est je débloque mon prêt, Réseau Initiative me dit OK pour un prêt personnel, et c'est qu'en fait, tout le monde se mord la queue parce que personne ne veut dire oui à l'un, et que tel financement veut bien si le prêt à la banque est débloqué, et qu'en fait, tout le monde attend l'accord de l'autre, mais personne ne veut se lancer. Et ça, c'est vrai aujourd'hui, et de ce que j'ai compris, c'était vrai il y a 20 ans, et c'était vrai il y a 25 ans. Ça, je me dis, mais à un moment donné, pourquoi ça ne change pas, par exemple ? Ça me dépasse, quoi. Qu'en 20 ans, rien n'a changé. En tout cas, ça n'empêche pas d'entreprendre. Les financements vont arriver. Il y a une autre difficulté que vous n'avez pas forcément abordée, ça va permettre aussi de lancer la partie plutôt sur votre quotidien aujourd'hui. La difficulté peut-être entre la vie pro, la vie perso, la vie pro et perso peut-être pour toi. Comment on peut fixer ce curseur justement, parce que quand on est entrepreneur, on n'est plus salarié, on ne fait plus des horaires fixes. C'est-à-dire que notre vie perso devient notre vie professionnelle. Alors, vous êtes encore au début de votre parcours entrepreneuse. Comment vous faites face à ça ? Est-ce que vous mettez peut-être quelques limites, quelques barrières pour justement garder cet équilibre ? Oui, moi je trouve ça même très enrichissant. C'est-à-dire que par exemple, ce qui a pu changer par rapport à ma vie de salarié avant, c'est que déjà moi tous les matins, j'emmène les enfants à l'école, mais après je commence par 1 heure de marche. Enfin, je dis tous les matins, pas forcément tous les matins, mais le plus possible. Et ça me fait un bien fou, je respire, je suis en contact avec la nature, je prends du temps pour moi, et ça c'est une chose que je ne faisais pas avant. J'aurais peut-être pu le faire, mais en tout cas je ne m'octroyais pas ce temps-là. Donc maintenant je le fais, et après oui, je commence peut-être ma journée un petit peu plus tard, mais en tout cas la journée je fais tout ce qu'il y a à faire, je suis efficace, il n'y a aucun problème. Donc non, moi ça m'apporte justement, ça m'apaise. Finalement la pression elle est différente de quand j'étais salariée. Avant, la pression on me la mettait entre guillemets, je me la mettais, mais parce que par devoir pour quelqu'un, pour un supérieur hiérarchique, on va dire. Et aujourd'hui, la pression, je me la mets moi-même, mais je sais pourquoi et je sais où je vais. Donc, non, moi, je trouve que justement, c'est très positif de gérer. De toute façon, même avant, je travaillais le week-end ou le soir, donc de toute façon, de ce côté-là, si je dois être débordée par le travail, je le serai toujours. Mais ça permet de te cadrer toi déjà un peu mieux peut-être. Voilà, tout à fait. La chance. Ça pour les enfants le matin. Et le reste, c'est cool. T'as de la chance. C'est pas pareil pour moi parce que moi j'ai 2 boulots. Enfin, j'ai mon boulot à plein temps à la fac à la Sorbonne, plus ma boîte à côté. Après, il ne faut pas me plaindre parce que c'est un choix. C'est que j'adore mon travail d'ingénieur de recherche à la Sorbonne, donc j'ai pas vraiment envie de l'arrêter. Donc pour l'instant, je fais pas de choix. Même si peut-être qu'à un moment donné, il faudra en faire un, mais pour l'instant, moi, je veux pas arrêter mon travail passion aussi que j'ai à la Sorbonne. Donc j'ai mon travail à plein temps en tant qu'ingénieur de recherche, et puis à côté, j'ai aussi la boîte à gérer. Donc la vie perso, effectivement, elle en prend un gros coup. J'avoue que le sport, j'ai arrêté depuis 6 mois, qui n'est pas la meilleure idée de ma vie, mais bon. Et sinon, oui, c'est la Sorbonne la journée, et puis la nuit, je développe la nuit en fait, quoi, où je fais la gestion de projet le soir, la nuit et le week-end. Donc forcément, cette dernière année, c'était un peu sport.
Et en plus, avant de vraiment lancer la boîte et de commencer à faire vraiment des développements techniques avec une équipe technique derrière, il fallait que je trouve de l'argent. Donc j'ai fait beaucoup de freelance aussi avant pour ramasser de l'argent et pouvoir réinvestir cet argent-là dans la boîte. Donc avant, j'avais même quasiment 3 boulots, continuer à bosser sur mon projet à moi pour le pousser et cadrer tout le développement technique, le côté freelance pour avoir un petit peu de quoi mettre dans la boîte et la Sorbonne. Mais finalement, ça l'a fait, j'en suis pas morte. Puis là, ça commence, j'ai eu des périodes très en dents de scie, des périodes où vraiment ça n'allait pas parce que j'étais complètement débordée. Mais là, j'arrive à trouver un rythme de croisière, je commence à apprendre à déléguer aussi, donc ça me soulage. C'est important. C'est important. Et puis, je pense que j'ai passé le plus dur, j'ai trouvé les financements, bouclé les financements sur 1 an, fait beaucoup de paperasse, l'application est presque prête, on est sur la fin du développement technique. Donc là, je respire et tout prend son rythme un peu. Je commence à avoir mon rythme de croisière, journée et soir, donc ça va. Mais... Donc, ça permet d'enchaîner sur qu'est-ce que vous faites maintenant au quotidien, quelle est votre journée type. Alors la première question, est-ce qu'il y a une journée type en tant qu'entrepreneur? Et puis la deuxième, qu'est-ce que vous faites justement au quotidien? Quelles sont les tâches d'un chef d'entreprise ou porteur de projet? Journée type, oui, moi les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors forcément, comme je ne suis pas du tout au même stade que toi, Chloé, moi je suis beaucoup dans l'administratif. Il faut passer par là. Voilà, il faut passer par là. Donc je passe actuellement beaucoup plus de temps à remplir des dossiers qu'à penser à mon site et à produire du contenu, on va dire. Voilà, je suis vraiment dans le côté administratif. Ensuite aussi, je trouve que la difficulté du quotidien, c'est que comme je suis seule à travailler sur ce projet-là, j'ai toutes les casquettes. Donc je suis à la fois comptable, juriste, commercial, marketing. Voilà, donc alors il y a des domaines, il n'y a aucun problème, je suis dans mon domaine de compétences, mais alors il y en a d'autres, je mets le pied vraiment dans ma zone d'incompétence et d'inconfort. Donc, pour ma part, mon quotidien, c'est aussi de me former, en tout cas d'essayer d'aller me documenter. Très honnêtement, moi, tout ce qui est comptabilité et juridique, je pars de zéro. Donc, voilà, il faut que j'apprenne. Et puis après, je vais évidemment m'entourer des professionnels experts qui iront bien avec le projet. Mais pour pas qu'ils parlent chinois, je me dis que c'est important quand même d'avoir les bases. Donc, j'utilise aussi mon temps pour ça, regarder des webinars. Lire des publications, voilà, et m'enrichir en tout cas et apprendre pour pouvoir justement assumer le plus possible ces casquettes jusqu'à ce qu'un jour je puisse déléguer comme tu peux faire, mais moi pour le moment ce ne sera pas vraiment le cas. Ouais, ça se ressemble jamais. Là ça commence à se ressembler un peu plus parce qu'à chaque fois il y avait toujours à chaque fois je me dis en début de semaine bon alors voilà la journée j'oublie parce que la journée c'est mon travail à temps plein donc là, je m'organise autrement, mais pour ce qui est de la boîte, je me dis, tel soir, je vais faire ci, tel soir, je vais faire ça, tel soir, je vais faire ça. Au final, c'est jamais ça qui se passe, parce qu'il y a toujours, zut, j'ai oublié la compta, zut, j'ai oublié qu'il fallait que je rende telle facture, en fait, il y a cet appel d'offres, il faut absolument que j'y réponde, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un nouveau dossier, blabla. On a fait tourner des teasers aussi, donc des spots de pub. Il a fallu s'en occuper, il faut gérer les stagiaires, gérer les gens avec qui on travaille, donc interagir un peu avec eux. On voit que finalement, dans la journée, il y a peut-être eu un souci sur tel truc. Le soir, il faut qu'on discute forcément pour voir ce qu'il y a. Suivre un peu le projet de tout le monde, se rendre compte qu'en fait, il y a un problème là et on n'avait pas pensé. Zut, il va falloir réfléchir à comment le régler. Donc en fait, ça se ressemble jamais et j'arrive jamais à tenir mes to-do list que je fais tous les jours. Voilà, et puis j'ai des to-do list qui se rajoutent sur des to-do list, et puis il y en a qui se reculent, il y en a qui s'avancent, il y en a que je finis avant, et puis il y a des choses qui traînent depuis le mois d'août parce que j'ai pas le temps, ou j'arrive pas à caser tout en même temps. Mais bon, c'est aussi chouette de voir un peu tout, quoi. Mais c'est sûr que je m'attendais pas à faire... je m'étais dit aussi de monter une boîte, c'était cool, parce que j'allais pouvoir coder et m'amuser sur des projets informatiques qui est ce que j'aime à la base. Puis en fait, 80% de mon temps, je fais tout sauf ça. Donc du coup, parfois c'est un peu lourd, mais bon, voilà, on apprend et puis j'apprends à faire tous ces trucs-là de plus en plus vite, ce qui me laisse de plus en plus de temps pour les choses que j'aime. Mais c'est sûr que tout ça, ça s'apprend. Donc, pour toi, quelles sont les principales compétences nécessaires pour être chef d'entreprise ?
Alors, pas forcément compétences techniques, parce que tout va ouais. dépendre après dans quel domaine tu vas créer une entreprise, mais plutôt le savoir-être derrière, ou qu'est-ce qui te paraît primordial pour réussir? Je pense qu'il faut être capable de penser en parallèle. Ça, c'est vraiment primordial. Si on est monotâche, ça ne peut pas marcher. Il faut être capable d'avoir du multitâche, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir mon cerveau catalogué en petits tiroirs. Je sais qu'il y a un tiroir compta, un tiroir machin, et il suffit que je l'ouvre et pouf, je peux sortir tout ce qui se passe. Mais ça me paraît vraiment primordial, la multitâche, le côté multitâche, savoir gérer plein de choses en parallèle. Et puis, humainement, il faut quand même, je trouve, savoir écouter, savoir voir. Prendre du recul aussi. Prendre du recul, ouais. Et puis en fait, ça sert à rien d'essayer de foncer dans le tas et d'essayer d'aller tout le temps vite. C'est vrai que je râle sur l'administration qui va jamais assez vite, mais d'un côté, bon, faut admettre que finalement, ce temps qu'on a l'impression d'être du retard nous donne en fait plus de recul sur les choses. Donc, faut pas oublier de prendre du recul et de vraiment penser et de pas se lancer dans des trucs parfois qui correspondent pas à ce qu'on est. Faut pas oublier ce qu'on est aussi. Puis il faut écouter les gens avec qui on travaille, c'est important aussi, je pense. Oui, savoir se remettre en question. Savoir se remettre en question, ouais. ça. Souvent, quand on crée son entreprise, c'est son bébé, c'est son projet, on avait son idée de départ, on l'avait visionné comme ça. Et donc, en fait, accepter que ce sera peut-être pas tout à fait comme ça. Ouais. Donc, savoir écouter, comme tu disais, et puis, oui, savoir se réajuster, être agile, comme on dit. S'adapter, preuve de résilience. Ah oui, s'adapter. Alors ça, oui, ça c'est... C'est important. Ouais, s'adapter, travailler en parallèle et se remettre en question, et puis écouter les autres, je pense, pour résumer. Et moi, pour compléter, quand tu disais quelles compétences il faut avoir, moi je dis toujours, il faut avoir il me semble, des compétences commerciales. Pour moi, c'est important parce que, en fait, je pense qu'il y a des tas de porteurs de projets, Nadège, tu sauras mieux dire que moi, mais qui sont certainement très compétents dans leur domaine métier. Mais si après ça ou avant ça, ils ne savent pas en parler, le vendre, c'est difficile de trouver des financements, c'est difficile de développer son entreprise parce qu'après, il faut... Ok, on a l'idée d'entreprise, mais il faut trouver des clients. C'est ça. Donc, parce qu'il faut que ce soit rentable, pour faire du chiffre d'affaires. Donc, je me dis toujours, moi, je trouve qu'une des qualités à développer ou à mettre en avant, c'est sa capacité à commercialiser son bien projet. savoir communiquer plutôt que vraiment... être un négociateur, voilà, communiquer. Ouais, je suis plus un bon communicant, parce que moi je suis très mauvaise négociatrice, mais mon côté, je crois, un peu sincère quand je parle de mon projet, ça marche quand même si j'ai pas ce côté marketing, regardez, c'est trop bien et tout, mais le côté des fois où je suis vraiment complètement sincère dans la définition et la présentation de mon projet, ça fonctionne quand même. Mais bon, c'est vrai que mon associé, qui est beaucoup plus vendeur que moi, ça m'aide. Mais... Nadège, est-ce que tu veux rebondir sur cette partie compétences primordiales pour entreprendre? La partie compétences primordiales, je pense qu'elle varie un petit peu d'un projet à l'autre, mais Anne-Marie, il y a beaucoup de porteurs de projets qui viennent nous voir avec des compétences très techniques, donc parfois un profil très ingénieur, pas que, mais c'est souvent le cas. Et effectivement, avoir un bon produit, avoir imaginé un projet, une plateforme, un nouveau service ou un nouveau produit, c'est super, mais la capacité à le vendre, elle est primordiale puisque on porte un projet, on croit dans un projet, c'est parce que nous, on croit dedans, que forcément, en face, nos clients potentiels vont y croire de la même manière. Donc, il va falloir bien identifier quel est notre clientèle, comment est-ce qu'on va pouvoir la toucher, à travers quelle stratégie commerciale, que ce soit des réseaux sociaux, du démarchage, quelle est la façon dont on va atteindre ces clients. C'est vrai que de l'importance, effectivement, d'avoir une bonne étude de marché et d'avoir bien parlé de son projet auparavant. Donc, les compétences commerciales, elles peuvent aussi s'acquérir. On ne peut peut-être pas avoir de formation commerciale au départ. Il y a des formations qui existent, il y a du coaching qui existe, il y a des gens qui sont ouverts pour vous accompagner. Et puis après, on peut aussi s'entourer de gens qui ont cette compétence et qui vont pouvoir venir aider, soit en étant internalisé dans l'entreprise, soit en étant des prestataires externes. Après, le chef d'entreprise, moi, ce qui est important également, c'est qu'il maîtrise ses chiffres.
je sais que c'est souvent quelque chose que les gens n'aiment pas. Comment faire rentrer dans la comptabilité, dans les chiffres, mais le nerf de la guerre, ça reste quand même la trésorerie de l'entreprise, hein, c'est de savoir où on en est, de savoir à plusieurs mois ou même avoir un an, voire plus, quelles vont être les dépenses qui vont rentrer par rapport aux rentrées financières et d'être capable de se dire, ok, là j'ai une visibilité à un mois, 2 mois, 6 mois, un an, et savoir où j'en suis exactement. Ce qui fait toujours peur, c'est quand on demande à un chef d'entreprise où est-ce qu'il en est dans son entreprise financière et qu'il n'est pas capable de répondre parce qu'il a tellement confiance à l'expert comptable. L'expert comptable, c'est quelqu'un qui est externalisé, c'est pas lui le chef d'entreprise, c'est pas lui qui pilote. Voilà, ça c'est un point sur lequel il faut vraiment être vigilant. Et le temps qui effectivement peut paraître long pour créer son entreprise, hein, c'est le temps qu'on peut prendre pour justement acquérir toutes ces compétences ou bien y réfléchir, pour voir de qui on va s'entourer. Parce qu'au moment où on lance le projet et qu'on rentre dans la partie commerciale, souvent à ce temps-là, on l'a plus. Donc il faut vraiment profiter de tous ces moments en amont pour se former et pour bien se renseigner. Alors, pour conclure, je veux que le temps passe vite. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut entreprendre, quel serait votre conseil? Je regarde Anne-Marie, premier. Alors, Nadège, si tu veux, quel conseil pour quelqu'un? Comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Alors, pas forcément d'une structure d'accompagnement classique, hein, c'est déjà au moins ça prend le temps de parler autour de soi et trouver des personnes qui vont pouvoir avoir un regard objectif sur votre projet. Moi, je dirais croire en soi, c'est ce que j'allais dire. Puis ne pas se décourager parce qu'avant de trouver quelqu'un qui prendra le temps de t'écouter, ça peut prendre du temps, je trouve. Voilà. Faut être pugnace. Oui. Parfait. Je vous remercie pour vos interventions, en espérant peut-être avoir créé des vocations et donné l'envie d'entreprendre aux personnes qui ont assisté à l'atelier. Merci Anne-Marie, merci Chloé pour vos interventions, merci aussi Nadège d'avoir été présente en visio pour répondre aux questions. Donc Femmes et Numérique, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, donc il y a un atelier de 9h à midi sur comment négocier son salaire. Donc l'atelier Négo Training qui est proposé par Estime Numérique. Et on vous donne rendez-vous aussi à 13h sur notre chaîne YouTube pour un atelier orienté sur la cybersécurité. Donc on aura des témoignages afin de comprendre quel est vraiment le métier en cybersécurité et les compétences nécessaires pour travailler dans ce domaine. Merci encore, merci à la médiathèque de nous avoir accueillis et on vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures Femmes et Numérique. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.